Bonjour à tous, mon nom est Christian Savard. Je suis directeur général de Vivre en Ville et c'est à moi que revient l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur l'électrification des transports. Donc, c'est aujourd'hui qu'on présente à Vivre en Ville les conclusions de la publication Électrification des transports en milieu urbain qu'on avait annoncé il y a un an. L'objectif de cette publication-là, c'est soutenir, outiller les municipalités dans le grand défi que constitue l'électrification de la mobilité urbaine et plus exactement des transports individuels, surtout de la voiture. Il n'est pas vraiment question des grands projets de transport collectif électrique, par exemple, mais également, la publication s'intéresse aussi au transport des marchandises. Je pense que pourquoi c'est important? Je pense qu'on le sait tous, vous connaissez tous les défis climatiques, mais d'un point de vue très pratico-pratique, les municipalités ont le pouvoir de créer le contexte favorable aux décisions individuelles et corporatives, de passer aux véhicules électriques à travers leur intervention dans leur milieu, sur leur territoire. C'est aussi une responsabilité d'améliorer la mobilité des personnes et le transport des marchandises, donc tout en réduisant de manière significative l'empreinte énergétique, l'empreinte écologique, l'empreinte en termes de GES, de nos déplacements sur l'environnement. Donc, tout un défi parce que c'est un changement de donne, un changement de paradigme important. On appuie notre vision sur des travaux là, qui ont débuté il y a longtemps, mais qui sont intensifiés dans la dernière année à travers recherche, réflexion, la mobilisation notamment d'un comité permanent de 10 experts. Je ne les nommerai pas tous, mais je les remercie pour l'implication, mais également collaboration, rencontre avec 47 acteurs nationaux et internationaux de l'électrification. Donc, le travail a été fait sérieusement et à profondeur. On ne s'est pas enfermé pendant un an en faisant les choses de notre côté. À Vivre en Ville, on aborde la question de l'électrification sous un angle qu'on qualifie de novateur parce que très souvent, l'électrification est vue d'un point de vue très technique, technologique. Il faut sauter par-dessus certaines barrières liées à ça. Mais nous, on le voit sur l'angle du territoire. Sous deux manières, on peut le dire. Comment les décideurs, les professionnels municipaux peuvent anticiper, favoriser, accélérer, encadrer la transition dans leur milieu de vie, en particulier dans les quartiers centraux, là où les défis sont plus grands en ce qui concerne l'électrification, où les défis sont plus complexes. Par exemple, où et comment on intègre les bornes de recharge dans l'espace urbain. Probablement une des questions qui nous a plus été posée dans la dernière année, ou la question en tout cas qu'on s'est plus posée. Notre vision réussit, selon nous, le petit exploit d'arrimer la planification de l'électrification des transports à celle de la mobilité durable dans sa globalité, même celle des collectivités viables. Donc, parce que des fois, c'est contradictoire. On sait qu'on veut électrifier les véhicules, mais on sait aussi qu'on veut moins de véhicules. Comment donc réconcilier ces deux choses-là qui peuvent être vues comme irréconciliables? Donc, d'ailleurs, et j'espère, j'ose croire qu'on a mis en place les bases d'une réflexion qui va vraiment guider les municipalités québécoises, mais la société québécoise par rapport à cet enjeu-là. On est super contents. On se rend bien compte qu'il y avait une demande latente sur le sujet. On ne savait pas trop, est-ce que ça va intéresser les gens, est-ce que Vivre en Ville pense là-dessus. Il y a déjà tout un univers, il y a déjà tout un écosystème autour de l'électrification, mais force est de constater que c'était attendu. Notre trousse d'outils est en ligne depuis moins d'une semaine et on a déjà eu près de 2000, on doit avoir dépassé 2000, près de 2000 téléchargements. Donc, on n'a pas tant de publications qui sont populaires aussi rapidement. Donc, un beau succès déjà. On espère qu'on contribue aux réflexions. Je conclurai en disant que l'électrification est en marche, s'accélère, c'est tant mieux. Mais c'est aussi une fenêtre de changement à ne pas manquer pour repenser de manière globale la façon dont on se déplace et on effectue la livraison urbaine.
Et si on ne faisait pas que changer la technologie de nos véhicules, si on saisissait l'occasion pour revoir de manière globale comment on se déplace, en misant sur la sobriété, en misant sur la réduction à la source des déplacements, mais également en misant sur une électrification qui va nous permettre de faire face aux défis climatiques qu'on fait face. C'est vraiment dans cette manière-là de voir l'enjeu de manière globale qu'on pense que c'est la marque distinctive de Vivre en Ville dans ce domaine-là, et on pense qu'on espère contribuer à la réflexion. Pour conclure vraiment, je remercie le ministère des Transports du Québec pour son appui financier dans le projet. On espère trouver une manière de poursuivre ces réflexions-là. Et remercie également tous les employés de Vivre en Ville qui ont travaillé là-dessus. Au premier chef, Amandine Rambert, directrice de projet qui a piloté, et celui qui était là-dessus à temps plein, Benjamin Docquier. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Amandine et je vous remercie tous d'être présents. Merci. Bonjour, bienvenue à mon tour. Je vous remercie de vous joindre à nous ce midi. Mon nom, c'est Amandine Rambert et je suis bien contente, moi aussi, de remercier Benjamin pour son travail dans le cadre de ce projet-là. Je l'inviterai à me rejoindre à la fin de la conférence. On va prendre les questions à deux pour vous offrir les réponses les plus détaillées et complètes possibles. On vous enverra d'ailleurs certains liens à travers ça. Sans plus tarder, je commence. Comment électrifier les transports en ville? Un petit mot sur Vivre en Ville d'abord. Organisation d'intérêt public, on a dépassé les 50 employés et on s'applique depuis 25 ans à stimuler l'innovation, accompagner les décideurs dans le développement de milieux de vie et collectivités viables. On mobilise des expertises diversifiées en urbanisme, mobilité, transport, design urbain, climat, santé, économie urbaine, efficacité énergétique, législation, etc. Je vous passerai la liste complète. Notre spécificité, ça va être d'embrasser vraiment la complexité du fonctionnement des territoires et de travailler aussi bien à l'échelle du bâtiment, de la rue que du quartier et de l'agglomération. Vous nous connaissez peut-être plus pour nos prises de position publiques, notre présence médiatique, mais une grande partie de notre travail, c'est de la recherche appliquée sur les meilleures pratiques et aussi des formations pour diffuser et outiller les décideurs dans leur quotidien pour hausser la barre et améliorer les pratiques. Justement, aujourd'hui, je vous présente le contenu de notre toute dernière publication, Électrification des transports en milieu urbain. C'est une pochette avec 5 fiches qu'on va vous envoyer par la suite et vous pourrez y retrouver le contenu discuté aujourd'hui. Elle s'adresse aux professionnels et aux décideurs municipaux en priorité, en particulier ceux des plus grandes villes, mais la plupart de ce que je vais vous présenter aujourd'hui s'applique en fait à tous les milieux. Quand on regarde le bilan des émissions de gaz à effet de serre, le bilan du secteur des transports est gigantesque et c'est surtout celui qui augmente alors qu'à peu près dans tous les autres secteurs, il diminue. Donc, il y a vraiment une urgence à s'intéresser à l'électrification. Pourquoi pour les territoires on recommande ça? D'abord parce que ça va être assez efficace sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, justement. Sur l'ensemble de son cycle de vie, un véhicule électrique va émettre environ 70% de gaz à effet de serre en moins qu'un véhicule thermique, et même jusqu'à 80% s'il cumule toutes les bonnes pratiques en matière de format du véhicule, économie circulaire, éco-conduite, etc. Pourquoi 70, 80% et pas 100%? Parfois, on parle de véhicules zéro carbone. Et en fait, c'est parce que avec les matériaux, la fabrication du véhicule, puis là, on pense en particulier à la batterie, chaque véhicule électrique part avec une dette écologique. Et on considère qu'au-delà d'un certain nombre de kilomètres parcourus, le véhicule a remboursé cette dette, c'est-à-dire que les GES évités sur la route, grâce à l'énergie propre, vont dépasser les GES émis pour la fabrication du véhicule. À retenir là-dedans, les véhicules électriques sont malgré tout très efficaces pour réduire les émissions de GES des collectivités. Il y a aussi des bénéfices du côté de la santé, du bruit environnemental. On sait que la pollution atmosphérique, en grande partie liée aux voitures thermiques ou voitures à essence, c'est la même chose, vont émettre de nombreux polluants qui vont être à l'origine de pathologies respiratoires et cardiaques. 4000 Québécois en décèdent chaque année.
Puis le moteur silencieux des véhicules électriques va améliorer la santé physique et psychosociale de tous, sans même parler de qualité de vie pour les citoyens. Il y a des avantages du côté de l'indépendance énergétique. On va limiter la dépendance aux hydrocarbures, utiliser de l'hydroélectricité, peut-être en profiter pour consolider la grappe des TEI et limiter les coûts économiques de la pollution, par exemple, ou de la congestion encore. Au-delà des gains collectifs, c'est intéressant pour des municipalités de soutenir la transition des ménages parce qu'eux aussi, ça va leur être bénéfique. Ça va être plus économique à l'usage. Une recharge en électricité, ça coûte jusqu'à 5 fois moins cher que l'essence sur une borne publique. Il y a des considérations aussi d'entretien du véhicule, c'est réduit, il n'y a pas de changement d'huile, les freins et les disques vont durer plus longtemps, la structure du moteur est beaucoup plus simple et plus durable. C'est avantageux pour l'hiver aussi, parce que la voiture ne démarre pas, elle s'allume, elle va sortir plus facilement des bancs de neige et il y a un chauffage instantané qui va faciliter le confort à bord du véhicule. C'est aussi fiable et simple d'utilisation. Ça se conduit de la même façon qu'un véhicule à essence. Faire le plein, c'est aussi simple que de brancher un appareil ménager. Et puis, il y a des études qui démontrent que les véhicules sont plus fiables que les voitures à essence. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des défis, mais il y a tous ces avantages qui sont là et ça vaut le coup de le soutenir. Par contre, il y a plusieurs défis que pose l'automobile qui persistent après la transition en version électrique, donc des externalités négatives qui restent. Un véhicule électrique prend autant de place sur la route qu'un véhicule à essence. Ça n'améliore pas les problématiques de santé publique liées à la sédentarité, à la dépendance à la voiture. On pense aussi à l'espace occupé par les voitures. Est-ce que ça implique sur nos territoires en matière de superficie prise par les routes, par les stationnements, et puis tous les impacts que ça peut avoir, notamment pour les îlots de chaleur pendant les épisodes de chaleur intense. Ça n'améliore pas tant le bilan de la sécurité routière liée aux collisions. Pour les questions de santé mentale associées à la congestion ou au temps passé en voiture, et puis les particules fines associées aux pneus. Il y a aussi des études qui montrent qu'il y a un effet rebond, c'est-à-dire que quelqu'un qui passe, en général, les gens qui passent à la voiture électrique vont avoir tendance à conduire plus qu'avant, pour des questions de bonne conscience ou autres, mais en tout cas, il y a aussi des effets pervers à prendre en compte. Bref, je ne dis pas ça pour discréditer l'électrification, il faut juste limiter les attentes qu'on fait peser dessus et pas s'attendre à ce que l'électrification règle tous les problèmes. Ça règle certains problèmes. C'est donc une réponse incontournable pour relever nos défis à la fois au niveau des villes et de l'environnement. Justement, c'est important de connaître les défis pour ensuite mieux les surmonter, être capable de mettre en place des stratégies efficaces. Il y a des défis au niveau de l'électrification du parc de voitures privées. On sait que dans les grandes villes, et en particulier dans les quartiers centraux, il y a un certain nombre de personnes qui ne vont pas avoir accès à la recharge privée. On les appelle les orphelins de garage ou les orphelins de recharge. Donc, c'est les gens qui n'ont pas de garage parce que, par exemple, ils habitent des maisons en rangée sans garage, ou encore dans des immeubles collectifs, soit qu'ils n'ont pas de stationnement, soit que c'est du stationnement dans lequel ce n'est pas possible d'intégrer des bornes de recharge. On sait aussi que, de manière contradictoire avec tout ce qui a été dit depuis des années, on n'observe pas vraiment de baisse du coût des véhicules électriques. Au contraire, ça a tendance à augmenter, et notamment parce que la taille des véhicules augmente et donc le coût de fabrication aussi. Il y a toutes sortes d'enjeux qui émergent avec cette augmentation de la taille des véhicules sur laquelle Équiterre fait une excellente campagne, à mon avis, là-dessus. Et les batteries que ça va demander pour déplacer des véhicules plus lourds aussi. Donc, ça fait accroître la pression sur les batteries, les minéraux nécessaires pour les produire. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'impact écologique de la transition si elle n'est pas associée à des mesures pour viser une plus grande frugalité technologique. Et ça, c'est sans doute encore sous-médiatisé. Pour ce qui est du transport de marchandises, il y a aussi des défis. Il y a une croissance exponentielle des colis sur les routes liée à l'explosion du commerce en ligne et aussi au désir d'avoir ce qu'on commande en ligne de manière de plus en plus instantanée. On observe aussi une organisation
qu'on va qualifier de sous-optimale de la chaîne logistique, notamment parce que la plupart des transporteurs ont un seul format de véhicule, puis généralement, c'est des gros camions pour permettre l'ensemble de leurs activités. Donc, même si le besoin n'est pas là, on va utiliser un gros camion qui est en grande partie vide, avec tous les enjeux que ça peut générer à l'intérieur des milieux urbains. Il y a de la difficulté à gérer la recharge du parc des véhicules de livraison ou de transport de marchandises en général. Où est-ce qu'on les recharge? Quand est-ce qu'on est capable de les recharger au rythme où les batteries se déchargent? Parce que c'est des véhicules qui roulent beaucoup. Et puis, encore, comme je disais, une absence et une pénurie de véhicules électriques qui est encore plus prononcée pour les plus gros véhicules. Il y a aussi des défis plus directement pour les municipalités dans la gestion des bornes dans l'espace public. Il y a toutes sortes de questions qui émergent. Autrefois, on fonctionnait avec les voitures à essence, avec une responsabilité privée. C'est le privé qui s'engage dans la construction et la gestion des stations essence. Et puis là, on demande aux gens d'avoir leur propre borne chez eux et aux municipalités aussi de s'impliquer pour offrir des bornes dans l'espace public. Le fait aussi que pour les municipalités, c'est un fardeau financier, ça coûte très cher l'installation des bornes et que c'est difficile aujourd'hui, on n'a pas encore de modèle d'affaires qui permet de rendre ça très rentable. Donc, c'est plutôt des contributions que les municipalités vont faire à la transition que des investissements sur lesquels elles vont pouvoir être gagnantes financièrement au bout de ligne, pour l'instant en tout cas. Et puis, il y a une compétition pour l'espace en ville. Est-ce qu'une borne est le meilleur usage à l'endroit où elle est projetée ou est-ce qu'il y aurait d'autres utilisations de l'espace qui pourraient être plus profitables pour répondre aux différents défis? Alors, comment on fait pour concilier l'électrification et les défis de mobilité, mais aussi les objectifs de mobilité durable? Je vais revenir dans un premier temps sur ce qu'est la mobilité durable. On considère que la mobilité est durable quand tout le monde peut se déplacer efficacement, tout en limitant l'impact négatif de ces déplacements sur le territoire, sur l'environnement, sur la santé et la sécurité publique, et sur les finances publiques et personnelles. L'électrification standard, sans aucune intervention, va être excellente pour réduire les impacts sur l'environnement. Elle va répondre en partie aux enjeux de santé. Par contre, elle va avoir du mal à contribuer sur le plan du territoire et des finances publiques et personnelles. Et donc, c'est pour réussir à inclure ces dimensions-là aussi que je vais vous présenter. Le reste de ma présentation va servir à expliquer comment on fait pour les intégrer. Alors, pour rendre la mobilité plus durable, d'abord, les experts et le gouvernement du Québec, d'ailleurs, retiennent l'approche réduire, transférer, améliorer, qui considère que la priorité, c'est de réduire les distances parcourues et les besoins de déplacement motorisés. Ensuite, on va chercher à transférer les déplacements vers des modes à plus faible empreinte et qui sont adaptés aux besoins de mobilité, que ce soit des personnes ou aux besoins de transport de marchandises. Et enfin et seulement, améliorer l'efficacité des véhicules. Puis là, c'est les autos, les camions ou tout autre véhicule. Et c'est généralement dans ce troisième volet de réduire, transférer, améliorer qu'on situe l'électrification parce qu'elle a l'air de répondre directement à cet enjeu-là. Nous, ce qu'on propose, c'est de considérer l'électrification dans les trois dimensions, dans les trois étapes de réduire, transférer, améliorer. Donc, dans l'étape de réduction, si on est capable de planifier la transition vers les véhicules électriques de manière à réduire la dépendance à la voiture et donc à ne pas accroître le nombre total d'autos, c'est-à-dire qu'on ne veut pas, sous prétexte que c'est mieux d'avoir un véhicule électrique, que les gens en achètent mais sans se débarrasser de leur voiture. Et même si on restait au même nombre de véhicules, on ne répond pas non plus à l'enjeu de réduire. Donc, on devrait même viser une réduction significative du nombre d'autos. On ne veut pas non plus augmenter la place dédiée à la voiture. Ce n'est pas parce que l'électrification apporte plein d'avantages qu'on doit ouvrir des nouveaux stationnements pour installer des bornes et faire encore plus de place à la voiture parce qu'on sait que ça se fait au détriment d'autres usages qui peuvent être importants, voire plus importants, et d'autres manières de se déplacer qui peuvent être à plus faible empreinte.
Dans le volet transféré, on va s'appuyer sur la notion du cocktail transport, donc dans le fond, l'ensemble des options à la disposition des gens pour se déplacer. L'objectif, c'est d'aller démotoriser les ménages, donc passer de 4, 5, 3 voitures à 2 et si possible 1, et dans certains cas, pour certains ménages qui le souhaitent, 0. Et là, avec l'électrification, on est capable d'aller soutenir le développement de modes électriques émergents qui vont répondre à des besoins et de mutualiser l'automobile, donc de faire d'une pierre deux coups. Enfin, dans le volet amélioré, ça va vouloir dire de soutenir l'électrification des véhicules restants. Une fois qu'on a fait la réduction et le transfert, il devrait y avoir moins de véhicules. Et en priorité, on va chercher à électrifier les véhicules qui roulent le plus, là où on va faire le plus de gains, et les véhicules qui ont la plus petite empreinte aussi. Donc ça va vouloir dire être cohérent dans le déploiement d'un réseau de bornes de recharge pour le long terme, notamment. Donc, je vais revenir et détailler un peu plus chacun de ces 3 volets. Pour le volet réduire, donc réduire ultimement la dépendance à la voiture. Les municipalités, elles ont intérêt déjà à encourager la réduction de l'utilisation de la voiture privée. Ça va vouloir dire encourager d'avoir un seul véhicule par ménage et pas plus, que les gens choisissent un véhicule adapté à ses besoins et non surdimensionné, parce que l'augmentation de la taille des véhicules a un impact direct sur plein de problématiques urbaines et au premier lieu la congestion, mais aussi la gravité des collisions routières et donc les victimes des accidents de la route, ou des collisions de la route plutôt. Et enfin, le partage des autos pour nécessiter moins de véhicules sur la route et donc réduire les externalités négatives. Ça ne suffit pas de dire aux citoyens de le faire, ça veut dire aussi de refléter cette orientation-là, à la fois dans la planification, dans la réglementation, et dans l'aménagement et la gestion du stationnement, que ce soit les ratios de stationnement résidentiel, la taille des cases de stationnement public, etc. Un peu plus en détail sur l'emplacement et la gestion des bornes, on va recommander fortement de privilégier partout où c'est possible le souterrain pour l'aménagement des bornes. Ça a plein d'avantages. On n'augmente pas la place de la voiture, on optimise l'espace disponible. Généralement, c'est des espaces plus tempérés où la recharge va être plus efficace que soumis aux aléas pendant les fortes chaleurs ou les grands froids. Et en plus, on se libère de la contrainte de la neige qui peut être un défi pour l'entretien des bornes et l'accès aux bornes et leur maintien en bon état. Ça veut dire aussi intégrer dans la réglementation le fait de prévoir des bornes de recharge dans les immeubles. Je pense aux immeubles résidentiels, par exemple. Donc, tous les immeubles à construire ou qui vont nécessiter des rénovations majeures, on devrait inclure l'obligation de prévoir des bornes ou au moins de prévoir l'alimentation électrique pour que l'installation ultérieure soit possible et facile. Ça va vouloir dire aussi, dans l'endroit où on va aménager ces bornes-là, ce n'est pas parce que l'électrification est vertueuse que c'est la priorité absolue. On doit céder la place aux modes à plus faible empreinte, et notamment les modes actifs, la marche, le vélo, etc., mais aussi le transport en commun. Donc ça, c'est vrai dans les aménagements d'aires de stationnement, mais aussi dans l'espace public en général. Il faut vraiment être conscient que quand on électrifie une case de stationnement pour en y mettant une borne, on la pérennise dans le temps. Il y a des travaux parfois importants pour amener le réseau électrique aux bornes. Il y a aussi des coûts d'installation significatifs pour les bornes. Donc, en particulier dans le contexte des milieux urbains, où il y a généralement une suroffre de stationnement dans les milieux urbains denses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une perception qu'il en manque, mais la demande est généralement supérieure. C'est l'inverse. L'offre est généralement supérieure à la demande. Et le stationnement, c'est rarement l'utilisation optimale du sol. Donc, c'est très important de sous-peser si c'est le meilleur endroit pour mettre des bornes et s'il n'y a pas un usage qui serait encore plus efficace pour réduire notre empreinte, que ce soit à court terme ou à plus long terme. Quand je parle d'autres usages encore plus efficaces, quand on parle d'aires de stationnement, ça peut être des constructions pour des nouveaux logements, des activités qui permettraient de mieux répondre aux besoins sur place, de créer de la proximité. Mais ça pourrait être
une voie de bus, une piste cyclable, un élargissement du trottoir, du verdissement, etc. Et puis ça, c'est très important. Et c'est un des apprentissages qu'on a vu ces derniers temps à Montréal. La ville de Montréal est vraiment pionnière pour l'installation des bornes sur rue au Québec. Et elle a été confrontée à cet enjeu avec la décision d'aménager une piste cyclable sur une voie où il y avait des bornes, puis ça a nécessité le retrait de ces bornes-là. Et donc, c'est vraiment ce qu'on veut éviter en le prenant un maximum en compte en amont et avec une planification. Et enfin, j'ajouterai un petit mot sur l'importance de ne pas supprimer la tarification du stationnement là où il y en a déjà. Il y a beaucoup de municipalités qui trouvaient que c'était un peu compliqué pour les usagers d'à la fois payer leur case de stationnement sur rue ou dans des aires publiques et de payer à la borne pour la recharge et qui ont décidé de supprimer la tarification du stationnement. Mais non seulement ça envoie un drôle de signal pour la mobilité durable, mais en plus, elle va se priver de revenus qui peuvent être importants pour le développement du milieu. Donc finalement, ce qu'il faudrait, ce à quoi on aspire, c'est qu'on développe des solutions intégrées de paiement pour à la fois les bornes et le stationnement. Un petit mot aussi sur les rues principales, les rues commerciales et la localisation des bornes. La tentation, c'est d'aller installer des bornes sur les rues principales. Ça leur donne une belle visibilité. C'est comme un signal politique qu'on envoie. Par contre, ça a plein d'effets pervers. Et notamment sur les rues commerciales, ce qui s'est beaucoup développé avec la pandémie et qui a l'air de se pérenniser, et c'est une bonne nouvelle, c'est les utilisations de l'espace spécifiques, que ce soit pour des événements, des festivals, des ventes de trottoirs, piétonisation de la rue pour des animations, etc. Il y a de plus en plus de piétonisation des rues. Et là, si on a aménagé des bornes à cet endroit-là, ben, soit elles ne seront plus accessibles aux automobilistes le temps de la piétonisation des rues, et donc là, on se crée un problème. Soit ces automobilistes-là vont faire pression pour que ce segment de la rue reste accessible et donc lutter contre la piétonisation des rues commerciales, ce qui va aller à l'encontre de la vitalité du milieu. Donc, ce qu'on va recommander, c'est de viser à proximité et non sur la rue commerciale, en priorité sur des stationnements souterrains et étagés, ensuite sur rue, dans les rues adjacentes qui vont mener à la rue commerciale, et puis dans les stationnements de surface hors rue, que ce soit des stationnements publics pour accéder à la rue commerciale ou des stationnements des générateurs de déplacement qui sont sur la rue ou à proximité. Pour le volet transféré, on va chercher à démotoriser les ménages. Donc, je parlais du cocktail transport, donc le bouquet le cocktail d'options finalement à disposition des gens pour effectuer chacun de leurs déplacements. Traditionnellement, on comptait là-dedans les différents modes actifs comme la marche et le vélo, le transport collectif sous ses différentes formes, l'autopartage et la mutualisation des voitures, et puis l'automobile privée pour les déplacements pour lesquels il n'y a pas d'alternative. L'idée derrière tout ça, c'est qu'au lieu de choisir un mode de déplacement une fois pour toutes, on demande aux gens de se poser la question du mode qui répondrait le mieux à leurs besoins à chacun de leurs déplacements, ou en tout cas à chaque type de leur déplacement. L'électrification, elle est intéressante parce qu'elle va enrichir cette offre de mobilité et proposer de nouvelles alternatives plutôt concluantes à l'automobile et qui vont répondre, dans le fond, à davantage de besoins de déplacement sans recours nécessaire à la voiture privée. En particulier, ce qui se démarque, c'est les modes légers électriques, qu'on appelle parfois les micromobilités électriques, qui présentent un potentiel très intéressant parce que c'est généralement des modes actifs qui sont électrifiés et on va augmenter significativement le rayon d'action. On va être capable de se rendre beaucoup plus loin avec ces modes-là et donc on va pouvoir les utiliser pour se rendre à beaucoup plus d'endroits différents. Ils ne font pas de bruit, ils n'émettent pas de GES, ils ne créent pas de congestion routière et ils favorisent la sécurité routière. S'il y a des collisions, ça va rarement se traduire par des blessures graves ou la mort. Ils vont contribuer à la qualité de l'air, à la santé publique et aussi à la vitalité économique des milieux. Donc là-dedans, il y a les trottinettes électriques, les vélos électriques, les vélos partagés électriques, les vélos cargo électriques, les scooters électriques, etc. Je ne vous parlerai pas des monoroues, gyropodes, etc.
mais aussi les voitures partagées électriques, puis les voitures électriques privées. Les modes légers électriques, ça semble encore anecdotique aujourd'hui. Mais en fait, on en rencontre de plus en plus. Moi, ce matin, j'ai croisé quelqu'un dans la rue sur un monoroue électrique. L'expérience des pays européens montre que ça peut exploser très rapidement. En l'espace d'1 ou 2 ans, ça a envahi tous les espaces publics en Europe. Et donc, il vaut mieux l'anticiper. Si je développe un tout petit peu l'exemple du vélo électrique, on a schématisé ici dans une modélisation très, très conservatrice, c'est-à-dire qu'on considère ici une personne vraiment non sportive, sans aucun entraînement physique. Quelle distance on peut parcourir avec des modes actifs en 30 minutes en ville, donc avec des lumières, des stops, etc. Une personne donc non entraînée peut faire 6 km de vélo à peu près en 30 minutes, mais plus de 9 km en vélo électrique. Et si on considère qu'il y a plus de la moitié des Québécois dans la population active qui se rendent à leur lieu de travail en moins de 8 km, ça montre un peu le potentiel pour le navettage que pourrait avoir le vélo électrique si jamais c'était accompagné d'infrastructures adaptées qui permettent des déplacements sécuritaires et aussi de solutions pour barrer les vélos de manière sécuritaire à destination et éviter de se les faire voler. Donc, j'ai parlé des modes légers électriques. Il y a aussi les modes électriques partagés qui sont très intéressants pour enrichir le cocktail transport. Donc là, je vous ai mis les exemples des vélos électriques en libre-service, comme propose maintenant Bixi, à Vélo, à Québec et bien d'autres. Y compris dans des tout petits milieux où on en trouve aussi. Donc, il y a un potentiel un peu partout. C'est le cas aussi, bien sûr, pour la voiture partagée. Par exemple, je vous ai mis l'exemple de Communauto. C'est vraiment intéressant le potentiel de l'autopartage pour réduire le nombre de véhicules en circulation. Une Communauto, par exemple, permettrait de remplacer 8 à 10 véhicules individuels. Et Communauto insiste beaucoup, par exemple, sur le fait que son service peut permettre de se passer d'une deuxième voiture ou même d'une première pour certains ménages. Il y a aussi un avantage financier pour l'usager, ça réduit les coûts d'utilisation et de possession du véhicule tout en répondant à une panoplie de besoins avec différentes formules. Les véhicules mutualisés, en plus, ils roulent davantage. Ça va les amener à maximiser les gains de leur électrification et à compenser plus rapidement que les autres l'empreinte carbone liée à leur fabrication. Je parlais tantôt de la dette écologique, donc on va la rembourser beaucoup plus vite. Pendant la vie utile de la batterie, une batterie vit environ 10 ans. Donc, on a une fenêtre de 10 ans pour rembourser la dette écologique puis faire le plus de gains possible, sans se créer des besoins, évidemment, mais en allant, avec peu de véhicules, répondre aux besoins du plus grand nombre de personnes possible. Pour le volet amélioré, maintenant, c'est intéressant pour les décideurs de prioriser l'électrification des véhicules qui roulent le plus, parce que c'est là que les gains vont être les plus forts, mais aussi ceux qui ont la plus petite empreinte, et généralement, ça correspond aux véhicules les plus légers. Je vous ai mis une petite sélection. Dans le fond, dans les véhicules partagés, évidemment, ça va être généralement ceux qui vont rouler le plus. Il y a des solutions légères. Il y a Locomotion qui propose des vélos, des remorques, etc. Il y a des solutions d'autopartage dont je viens de parler, de copropriété et de colocation automobile. Ça, je ne sais pas si vous connaissez déjà ça, mais c'est en train de se développer. Puis il y a un beau potentiel pour beaucoup de ménages dans cette avenue-là. Les taxis, même s'il y a l'empreinte associée aux chauffeurs. Si on regarde du côté des solutions institutionnelles, il y a l'initiative Sauver qui est assez inspirante, qui est notamment appelée Civile, qui consiste à mettre à la disposition des citoyens les véhicules municipaux pour les professionnels et on les rend disponibles le soir et à la fin de semaine, donc en dehors des heures de travail, un peu avec le même fonctionnement que Communauto, mais évidemment à beaucoup plus petite échelle. Puis là, ils ont sorti dernièrement différents modèles de véhicules pour venir répondre à davantage de besoins. Par exemple, ils proposent des pick-up qui permettent de répondre à des besoins ponctuels, un aller-retour à l'éco-centre, un déménagement, etc., sans que les gens aient besoin d'avoir un véhicule surdimensionné et qui roule tous les jours de l'année avec. Il y a aussi tout le volet des parcs de véhicules spécialisés. Et ceux qui vont rouler le plus là-dedans, donc parcs de véhicules spécialisés municipaux, ou partagés entre plusieurs municipalités, pardon,
Ceux qui roulent le plus, ça va être par exemple les camions poubelles qui sont sans arrêt sur la route, ou encore les véhicules d'entretien. Et donc là, il y a un beau potentiel à les électrifier. Les municipalités vont avoir intérêt à soutenir l'électrification des véhicules privés, donc des différents citoyens. Et le meilleur moyen, ça va être de travailler sur les bornes. Pourquoi? Parce que l'inquiétude principale pour les ménages qui sont tentés de passer à un véhicule électrique, c'est où est-ce que je me recharge si je suis mal pris? Et comment je fais? Parce que ça prend plus de temps que dans une station-service où je peux rester à côté de la borne le temps que ça se recharge. Dans les quartiers centraux, en plus, il y a l'enjeu supplémentaire des orphelins de recharge. Où est-ce que je me recharge au quotidien si je n'ai même pas de borne à domicile pour la plupart de mes besoins? Donc, les fameux orphelins de garage. Si je récapitule jusqu'à présent, si vous avez bien suivi, ce que serait une stratégie municipale d'électrification qui serait intégrée à la mobilité durable, ça consisterait à soutenir en priorité le développement de solutions de déplacement qui seraient économes en espace et en ressources. Ça veut dire le transport collectif, les modes actifs et les modes légers électrifiés. Ensuite, prioriser l'électrification des véhicules qui roulent le plus et qui sont les plus utilisés et qui ont la plus petite empreinte. Là-dedans, ça va vouloir dire soutenir les automobiles électriques mutualisées et les parcs de véhicules municipaux, et dans les parcs de véhicules municipaux, ceux qui sont le plus souvent sur la route. Et soutenir, enfin et seulement, l'adoption de véhicules électriques privés en développant un cocktail de solutions de recharge pour les utilisateurs qui n'ont pas d'option pour se recharger à domicile et pour le dépannage. Et ça, particulièrement dans les secteurs moins favorisés. Et là, on parle des autos électriques privées. Comment on fait pour s'y retrouver dans les différentes bornes de recharge une fois qu'on dit qu'on veut en développer sur le territoire? D'abord, c'est utile de connaître un petit peu la hiérarchie de la recharge pour utiliser la bonne borne au bon moment, au bon endroit, pour un usage optimal des ressources finalement. Donc, ce qu'on appelle le niveau 1, ça va être des prises électriques comme on trouve à la maison, qui vont permettre, donc là dans mon graphique, je vous ai mis un temps de recharge, le temps et le coût de recharge pour environ 40 km d'autonomie avec une voiture. Ça ferait environ une recharge de 8 heures, donc à peu près la nuit, et à un coût plutôt réduit. Mais ce n'est pas très efficace et ce n'est pas recommandé d'avoir ça comme une solution de recharge quotidienne pour un véhicule. Donc, c'est plus du dépannage. Les bornes de niveau 2, ça va être sensiblement plus rapide, 1 à 3 heures donc pour 40 km, et un coût un peu plus élevé au kilowatt. Ça va être un voltage différent. Et c'est les bornes qu'on va retrouver le plus dans les municipalités, dans les commerces et chez les particuliers. Et les bornes de niveau 3, c'est celles qu'on considère rapides, qu'on appelle rapides, qui sont, ça prendrait 5 à 30 minutes selon le véhicule, selon la température, etc., pour les recharger et à un coût plus élevé. La voiture électrique, ça va impliquer de changer le rapport au plein d'énergie. Il faut accepter quand on n'a pas de borne à domicile et qu'on se recharge dans la rue, que le véhicule ne soit pas stationné en bas de chez soi ou à la porte du commerce ou du bureau, mais qu'on devra peut-être marcher 1 à 10 minutes pour laisser son véhicule à la borne de recharge pendant qu'on fait d'autres activités. On va aussi privilégier, comme je disais tout à l'heure, les bornes dans les stationnements souterrains et étagés qui vont permettre une recharge plus efficace face aux aléas climatiques. Et puis, il y a toute la question de quand est-ce qu'on se recharge. On va privilégier la nuit pour se recharger, pour éviter les pics de consommation sur le réseau et profiter des tarifs les plus avantageux. On recommande aussi une recharge avant un long trajet en période hivernale, ce qui permet aussi de chauffer la voiture et de mettre à température la batterie. Donc finalement, le niveau 1, c'est vraiment du dépannage pour les particuliers. Le niveau 2, c'est les bornes les plus critiques pour les municipalités, même si elles peuvent être aménagées par tout le monde. Dans le cadre du circuit électrique, c'est des bornes qui vont être exploitées, en fait gérées par le circuit électrique, mais qui vont devenir la propriété municipale.
Et le niveau 3, pour les municipalités, elles ne deviendraient pas propriétaires de ces bornes-là. Elles vont rester la propriété du circuit électrique. Par contre, c'est intéressant pour les municipalités de planifier et de mettre à disposition du circuit électrique les terrains les plus stratégiques sur leur territoire pour les aménager. Si on regarde dans une perspective territoriale maintenant, où est-ce que c'est intéressant d'aménager quoi? On va y aller par ordre de priorité. On veut que la plupart des besoins électriques soient répondus à domicile avec l'aménagement de bornes privées. Et là, à ne pas sous-estimer le potentiel de mutualiser les bornes entre particuliers, toujours dans une perspective de sobriété énergétique. Ensuite, on va privilégier des emplacements au travail, en particulier dans les parcs d'affaires ou dans les zones industrielles éloignées, où il y a déjà des aires de stationnement très importantes et où la plupart des employés sont dépendants de la voiture. Donc, ça donne une option assez intéressante pour tous ces employés-là pour compléter, ou pour les gens qui n'ont pas de recharge à domicile, encore une fois. Ça peut être aussi dans les stationnements où on va rester longtemps pour des activités où on reste, par exemple, 2 heures, toute une demi-journée, toute une journée pour faire cette recharge-là. Il faut répondre aussi aux besoins de recharge rapide, que ce soit parce qu'on n'a pas le temps d'attendre que ça se recharge en faisant une autre activité, ou encore avant de prendre la route pour faire de longues distances. Ces bornes-là, on va vouloir privilégier la proximité des routes les plus importantes, et dans certains cas, les aires de stationnement, d'activités où on reste peu de temps, et pour pouvoir répondre à des besoins de dépannage des personnes qui auraient besoin d'utiliser leur voiture, mais qui n'auraient plus beaucoup de batterie. Et enfin, et en dernier, dans la rue. En dernier, dans l'ordre de priorité des municipalités. Par contre, c'est vraiment indispensable de les offrir pour que les personnes, les orphelins de garage, comme je disais, aient bien à leur disposition une panoplie d'options et qui puissent répondre à leurs besoins, qui se sentent suffisamment en confiance pour acheter un véhicule électrique et savoir qu'après, ils vont avoir la capacité de se recharger. Il y a une réflexion à mener pour savoir comment on les répartit à l'échelle de la ville. Nous, on va recommander la priorité aux milieux urbains denses, avec le plus d'orphelins de garage, justement, et les milieux attractifs. Et puis, à une échelle plus fine, il y a aussi de nombreuses réflexions à mener. J'ai déjà donné plusieurs clés tout à l'heure. Un petit tableau récapitulatif pour les priorités. Les recharges de jour ou de nuit, et puis le type de borne associé à chaque type de milieu. Vous retrouverez tout ça dans la publication, donc je passe rapidement. Quelques petites mises en situation concrètes. Ce que vous allez voir sur ces différentes photos, ça va être des bonnes pratiques ou inspirantes. Donc, de dédier de l'espace public à la recharge et au stationnement de véhicules électriques, et y compris des véhicules plus petits, plus légers, donc qui vont avoir une plus petite empreinte énergétique. De la place aussi pour les modes partagés, donc des solutions à développer avec les gestionnaires de flottes partagées, comme Communauto, qui est sans doute le plus implanté au Québec pour ce type de solution, parce que ces véhicules-là, en particulier ceux qui ne sont pas associés à des stations fixes, vont avoir des défis vraiment particuliers et très forts pour la recharge. Et enfin, en matière d'intégration des bornes dans l'espace, vous voyez ici 2 exemples où les bornes se trouvent dans l'alignement des différents mobiliers urbains, poteaux d'hydro, arbres, etc., ce qui va diminuer l'empreinte visuelle et donc favoriser leur intégration urbaine et architecturale. Et aussi, excusez-moi, j'ai oublié, mais c'est essentiel que ces bornes-là n'empiètent pas sur l'espace des piétons, ni sur les corridors de marche. Donc, bien laisser les corridors de marche dégagés pour les piétons, et avec une pensée particulière pour ceux qui sont à mobilité réduite. Pour maximiser les gains, ça vaut le coup de faire de la sensibilisation et d'aller enclencher une discussion avec les citoyens pour montrer qu'est-ce qui permet de faire les gains les plus significatifs.
c'est aussi une responsabilité des pouvoirs publics et des privés. On a développé un outil sur un mode plutôt léger pour amener ce genre de questions et amener les gens à remettre en question leur mobilité actuelle, à envisager des changements, mais un pas à la fois, en les prenant là où ils sont et sans jugement. Donc, c'est sous la forme d'un quiz. Je vous mettrai les références si vous êtes intéressé à le partager dans votre réseau ou à votre famille qui ne sait pas ce que vous faites sur la mobilité durable. Enfin, je vais vous parler maintenant de soutenir et d'encadrer l'électrification de la livraison urbaine. En ce qui concerne le transport des marchandises, la situation est sensiblement différente de la mobilité des personnes. On va parler de transit sur des longues et très longues distances dans des véhicules lourds. Ça implique des batteries de très grosse capacité, des défis d'accès à la recharge et des défis liés aux durées de recharge. Ce que vous voyez à l'écran, ce que ça devrait vous faire remarquer, c'est pas que les camions électriques ressemblent à des camions de méchants dans des films de super-héros, mais qu'on n'en voit pas souvent sur nos routes. On commence d'ailleurs à parler d'hydrogène en alternative à leur électrification. La transition est longue, il y a énormément de raisons, il y a de la résistance, il y a de l'attentisme à la technologie, mais il y a aussi la raison vraiment simple que les véhicules lourds électriques ne sont juste pas disponibles. Et d'ailleurs, chaque livraison fait l'objet d'articles dans la presse. Les municipalités, de toute façon, ont peu de prise sur la transition des flottes du transport de marchandises, ni sur le fret, ce que vous allez voir sur l'image en orange et en turquoise. Là où elles ont une prise, c'est sur la livraison urbaine, c'est-à-dire sur les courtes distances parcourues en ville et dans la dernière partie de la livraison, qu'on appelle dans le jargon le dernier kilomètre et qui est en jaune-vert sur le schéma. Ce dernier kilomètre, il ne faut vraiment pas sous-estimer son impact parce qu'il représente le tiers des émissions totales du transport de marchandises. Donc, il y a clairement des gains à faire. Et si, en plus, on peut en profiter pour améliorer la cohabitation, c'est encore mieux. Il y a des défis énormes du transport de marchandises en ville. Il est mal adapté au milieu urbain et les véhicules lourds et les camionnettes vont générer des nuisances majeures en matière de congestion, bruit, pollution, usure prématurée des chaussées, stationnement illégal, sécurité routière. Il y a des défis environnementaux puisqu'on a du mal à électrifier la filière. Et les stationnements en double fil, la circulation, les gros véhicules dans les rues, leur stationnement illégal va en plus limiter directement la performance de la livraison des autres véhicules. Là, la recette est la même. On essaye d'intégrer les efforts dans les principes de la mobilité durable, donc avec le fameux réduire, transférer, améliorer. Quelques nuances. Ce qu'on va réduire, c'est les distances parcourues par kilogramme de marchandises et par véhicule, notamment en optimisant les courses. Ça va vouloir dire avoir des camions plus remplis ou des formats de camions plus adaptés et en évitant les retours à vide, par exemple. On va aussi travailler sur les besoins de livraison pour encadrer tout ça. Dans le transfert, on va chercher à transférer les marchandises vers des véhicules à plus faible empreinte qui vont être les mieux adaptés aux besoins et aux milieux traversés. Et dans l'amélioration, on va chercher à améliorer l'efficacité des véhicules par l'électrification en misant sur les occasions offertes en milieu urbain dense. Donc, ce n'est pas juste des contraintes, c'est aussi des occasions. Le modèle le plus intégré pour répondre à l'ensemble de ces trois enjeux, ça va être un nouveau modèle d'affaires qui va sortir du modèle un camion pour tout le trajet, un format unique pour tous les camions, et qui va privilégier des véhicules à pleine capacité et au format adapté au milieu qui est traversé. Ça va vouloir dire changer de véhicule dans les milieux urbains denses et on a besoin d'instaurer pour ça des ruptures de charge. En périphérie des villes, c'est déjà souvent le cas, avec des entrepôts privés où ça se passe. Donc, on passe de gros poids lourds vers des véhicules plus adaptés à la ville. Mais ensuite, une deuxième rupture de charge dans le quartier urbain dense, ce que nous, on appelle la petite plateforme logistique intermodale et qui est parfois appelée le mini-hub. Ça s'appuie beaucoup sur les travaux et l'expérience du projet Colibri à Montréal. Cette petite plateforme logistique intermodale, ça va être le lieu de recharge et d'optimisation des courses. Donc, on va chercher à remplir au maximum les camions et d'avoir le trajet optimisé pour les livraisons, donc pour avoir le plus de livraisons les unes après les autres sans faire de détour.
C'est un modèle qui émerge et qui gagne en popularité avec le vélo cargo électrique, qui était considéré comme une lubie grano il y a quelques années encore, mais qui a vraiment fait ses preuves. Dans l'expérience de Colibri, on a une réduction de 95% des émissions de GES associées à la livraison urbaine par rapport à la version avec camion, et une augmentation de 15% des livraisons, ce qui correspond à peu près à 1 heure de travail par jour et par livreur qui est gagnée. Donc, c'est vraiment des résultats qui parlent et qui permettent de dépasser peut-être la perception associée au vélo cargo. Et le vélo cargo, ce n'est pas la seule option. Il y a plein d'autres véhicules légers électriques qui sont en train d'apparaître sur nos routes et dans nos villes. Pour les municipalités, ça va vouloir dire mettre en place déjà des conditions favorables pour le développement de ce modèle d'affaires, avec des infrastructures adaptées aux différents modes de transport, des infrastructures qui sont entretenues adéquatement l'hiver aussi. Donc, ça va vouloir dire des voies cyclables larges pour laisser passer des vélos cargo, des bornes de recharge dans l'espace public, des aires de stationnement réservées à la livraison. Ça va vouloir dire aussi planifier et réglementer les petites plateformes logistiques intermodales en adoptant un zonage industriel aux emplacements adaptés, à la fois pour répondre aux objectifs logistiques et aux objectifs de cohabitation avec le milieu. Donc, on va chercher, par exemple, un emplacement qui est à côté à une rue, un gros boulevard dans le milieu urbain dense, mais à l'intérieur du milieu urbain dense, sans être pour autant sur une rue principale ou dans une rue résidentielle où ça deviendrait incompatible avec les besoins. Et ça veut dire aussi, pour mettre en place les conditions favorables, d'encadrer finalement l'utilisation de véhicules de livraison pour répondre aux objectifs environnementaux et de convivialité dans l'espace public. Le contrôle des heures et des types de véhicules, la gestion de la bordure de rue, l'interdiction de certains formats de véhicules, la création de zones à faible émission, des normes anti-pollution, etc. Je fais un petit zoom sur 2 éléments. Le premier, c'est les établissements fantômes, dark store en anglais ou dark kitchen, qui se sont beaucoup développés. Ça s'est multiplié en Europe. Les villes essayent de les contrôler, de les interdire. C'est en train d'émerger chez nous aussi, notamment à Montréal. C'est vraiment pas une bonne nouvelle pour le développement des milieux. La cohabitation, ça génère énormément d'externalités négatives et c'est généralement pénalisant pour la vitalité des artères commerciales si jamais ça monopolise des locaux commerciaux qui pourraient être davantage bénéficier aux gens. Donc, la petite plateforme logistique, c'est un des remparts contre la multiplication de cette pratique, mais ça nécessiterait aussi des mesures réglementaires pour les encadrer ou les interdire. Sur le plan du positif, par exemple, la multiplication de casiers et points relais, une pratique sans doute à encourager davantage à l'entrée des milieux de vie ou sur les lieux d'emploi, parce que ça va limiter le nombre d'échecs de livraison et donc des colis qui se baladent de centre en centre en essayant d'aller arriver chez vous au moment où vous pouvez leur ouvrir. Là aussi, on va vouloir faire de la sensibilisation auprès des gens et notamment sur les réflexes de consommation. D'ailleurs, il y a un très bon article qui est sorti hier sur cette question-là. Dans le fond, est-ce qu'on va privilégier des déplacements individuels vers les boutiques ou la livraison? Qu'est-ce qui est le mieux en matière d'empreinte? Déjà, on va recommander une origine des marchandises la plus proche possible. Sur le lieu d'achat, le pire, ça va être le commerce en ligne. Ensuite, les commerces éloignés et la meilleure pratique va être de magasiner dans des commerces de proximité. Et sur le mode d'acheminement, le plus vertueux, c'est si on peut y aller avec des modes à faible empreinte sur place pour aller le chercher. La pire pratique, ça va être la livraison instantanée parce qu'avec la livraison instantanée, on n'est pas capable d'optimiser les courses et donc c'est parfois un colis par camion. C'est un désastre écologique et pour nos villes. Vous retrouverez ça dans le guide si vous voulez plus de détails. Je conclus en disant que si vous devez retenir 4 choses de ma présentation aujourd'hui, ce serait de développer les alternatives électriques à l'auto-solo, de traduire la transition dans une planification intégrée de l'aménagement et de la mobilité, d'optimiser la logistique urbaine et de soutenir la réorganisation du dernier kilomètre,
Puis enfin, de sensibiliser et d'outiller les personnes et les entreprises pour les mettre à contribution. Pour retrouver tout ça, vous allez pouvoir les retrouver à l'adresse vivreenville.org/électrification. Le lien va vous être envoyé dans le chat si vous voulez juste cliquer dessus. Le quiz aussi se retrouve à la même adresse. Et moi aussi, je remercie le ministère des Transports pour leur soutien financier dans le cadre du projet. Et sans plus tarder, je passe aux questions. Donc, j'espère que le problème technique a été résolu entre-temps et que vous avez pu les transmettre sur le chat. Donc, j'invite Benjamin à me rejoindre et on va prendre vos questions. Merci beaucoup, Amandine. On va maintenant passer à une période de questions. Le temps file vite, donc on vous invite à rester un petit 10 minutes supplémentaires si vous avez des questions à nous poser. On en a déjà quelques-unes qui sont rentrées dans le chat. Si vous souhaitez en poser une, c'est le moment de nous envoyer un petit message dans la boîte conversée. On va commencer avec une première question, Amandine. Il y a une personne qui se demande qu'est-ce qu'on devrait privilégier entre les bandes de recharge et les pistes cyclables. En d'autres termes, comment on fait notre arbitrage entre les différents modes de transport et comment on peut prioriser les différentes infrastructures à mettre en place? D'accord, bonne question. À notre sens, on devrait y aller en fonction de l'empreinte écologique et des modes qui vont être le plus profitables au milieu aussi. Donc, si la question c'est entre des pistes cyclables et des bornes, on va recommander de privilégier les pistes cyclables et d'installer les bornes dans des rues où il y a moins de potentiel pour développer ce genre de pistes. Et où on va moins générer d'enjeux de cohabitation entre les vélos puis les voitures. Est-ce que tu voulais compléter, Benjamin? Je pense que ça a été très clair, merci. Et moi, je ne vois pas les questions, par exemple. Est-ce que, Benjamin, si toi tu les as sous les yeux, est-ce que je peux te demander de les lire? On avait prévu de se les répartir, mais je suis désolée, je ne les vois pas. Donc, je vais compter sur toi. Oui, il n'y a pas de souci. Quels sont les enjeux pour une meilleure intégration des bornes de recharge dans le domaine public? Est-ce que tu veux y aller en premier? Je te laisse ouvrir le bal, puis je vais compléter juste après. C'est une très bonne question et on a travaillé fort sur cet enjeu-là. Moi, la première réponse que j'aurais, c'est au niveau de la localisation des bornes. Je pense que c'est ça l'élément principal pour une bonne intégration, de les mettre à un endroit où ça va être le plus utile et en respectant après des règles simples. Donc, je parlais d'alignement des différents mobiliers urbains, poteaux d'hydro, panneaux, et même les arbres. Ça va permettre de limiter sensiblement l'intégration visuelle. Mais c'est ça, en matière de localisation, si on les met dans des stationnements souterrains, la question ne se pose même plus. Ou dans des aires de stationnement, l'impact est quand même limité parce que ça gâche pas tant le paysage d'avoir une borne dans l'espace public. Vous avez peut-être vu passer des images de bornes comme on peut en voir ailleurs dans le monde. Ça fait un peu rêver. C'est des tout petits mâts, c'est pas haut, c'est parfois intégré au poteau d'hydro. Ceux qui se disent pourquoi on ne fait pas ça au Québec, il y a une très bonne raison. Il y a notre climat qui est vraiment extrême et qui rend ces solutions-là inapplicables en fait au Québec. Ce serait beaucoup d'argent pour que les bornes deviennent non fonctionnelles au premier hiver. D'autant qu'on a quand même des régions avec des climats extrêmes, notamment l'air salin pour la Gaspésie par exemple. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Benjamin? Non, je pense que tu as fait un bon résumé. Malheureusement, on a des contraintes géographiques, que ce soit au niveau climatique, au niveau des normes, avec le fait que le câble soit rattaché à la borne, qui font qu'on doit se doter de bornes qui sont robustes et qui présentent des enjeux d'intégration. Après, quand on priorise le fait d'intégrer ces bornes-là dans des espaces souterrains, etc., en fait, on évacue ces bornes-là de l'espace public et on permet de libérer l'espace pour d'autres usages.
On va y aller avec une autre question. On a une question qui porte aussi sur la taille des véhicules et qui parle des véhicules qui sont compris entre les modes légers puis les voitures dont les tailles augmentent de plus en plus avec le développement et la mode du VUS. En effet, il y a des véhicules de plus petite taille qui se développent et qui seraient intéressants de mettre sur les routes et puis d'électrifier. Là, dans la question, on parle de petites voitures avec de petites batteries. Quand on sait qu'une personne moyenne au Québec parcourt moins de 100 km par jour, il y a des offres de mobilité qu'on pourrait développer, plus faible empreinte, avec des batteries beaucoup moins importantes. Et ça doit aussi être pris en compte dans le choix de son véhicule. On parle de réduire la taille du véhicule, on parle aussi de réduire la taille de la batterie de son véhicule, en adaptant un véhicule dans la taille de la batterie et adapté à son usage réel, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas avec des grands véhicules, avec des grandes batteries, pour une autonomie dont on a vraiment besoin, dont le véhicule, en fait, a une beaucoup trop grande autonomie par rapport à notre besoin réel. Excusez-moi. On a également une question sur la part de recharge. Quelle est la part de recharge qui est faite à la maison et quelle est la part de recharge qui est faite sur les bornes de recharge publiques? Est-ce que tu veux te lancer, Amandine, ou Amandine? Alors, en toute transparence, je ne les connais pas, ces chiffres-là. Mais je sais ce qu'on vise. On vise à ce que le plus gros des besoins soit répondu à domicile parce que c'est ça qui va permettre déjà de soulager le réseau pour pas que tout le monde recharge sa voiture et fasse appel à des besoins électriques en même temps. Donc, les fameux pics de recharge, pics de consommation qu'on connaît bien l'hiver en fin de journée. Et c'est vraiment le modèle à domicile qui va permettre de répondre le mieux à cet enjeu-là. Puis ça va diminuer aussi la facture collective parce que c'est sûr que l'aménagement de bornes publiques, la facture est répartie sur l'ensemble des contribuables, y compris ceux qui n'ont pas de voiture électrique ou même pas de voiture du tout. Donc en matière d'équité, c'est sans doute la meilleure solution. Pour compléter, c'est à peu près 80 à 90% de la recharge qui est faite à domicile. Malheureusement, dans les villes, tout le monde n'a pas accès à un stationnement, ou parfois, même si on a accès à un stationnement, on n'a pas accès à un stationnement qui peut être électrifiable, donc sur lequel on peut installer une borne de recharge. Par exemple, si on est dans un immeuble multilogement qui n'a pas été doté en fait, d'une infrastructure d'électricité suffisante, ou que notre stationnement, en fait, on le loue ou autre, ça propose tout un ensemble d'enjeux en fait, d'accessibilité à la recharge, essentiellement en ville. Et donc, le cocktail de recharge dans le domaine public en fait, vient pallier à ce manque de recharge à domicile. Amandine a évoqué l'hiver. On a aussi une question à savoir comment l'hivernité impacte les solutions que nous, on propose dans le guide. Je peux commencer à me lancer avec ça. On sait qu'en hiver, il y a des pics de consommation qui seront beaucoup plus importants. Et parallèlement à ça, en fait, les véhicules électriques ont une performance qui est un peu moindre au niveau de leur batterie. Enfin, un peu moindre pour les derniers véhicules, un petit peu plus important pour les véhicules d'avant. Donc, les besoins de recharge sont également plus accrus. Surtout quand on sait qu'il est préconisé de brancher son véhicule avant un trajet, etc. Et parallèlement à ce besoin d'énergie dans un contexte de pic de consommation, on a aussi une réduction de certaines options et de certaines alternatives pendant la période hivernale. Pourtant, nous, dans notre travail sur les nouvelles mobilités, on s'est rendu compte que c'est des alternatives qui sont réellement pertinentes en période hivernale, qui offrent des performances qui sont supérieures en fait, à la voiture et qui sont une réelle solution de mobilité, y compris dans les enjeux hivernaux. Également, on n'a pas beaucoup parlé de ça dans cette présentation-là, on en parle un petit peu plus dans le guide, sur les enjeux en fait, du déneigement et dans la localisation des bornes. C'est un enjeu qui est vraiment important et qui doit être pris en considération en fait, dans le design urbain des stations de recharge.
Est-ce qu'Amandine, tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette question? Non, ça me semblait complet. On va peut-être terminer avec une dernière question. L'électrification des véhicules partagés rencontre-t-elle des enjeux spécifiques? OK. Oui, donc si je parle de Communauto, qui est sans doute le modèle le plus répandu et que je connais le mieux, c'est vraiment pas le seul. C'est sûr, il y en a plein d'autres, mais ils sont pas à aussi grande échelle. Dans le fond, il y a deux types de véhicules. Il y a ceux qui sont rattachés à une station, donc on emprunte un véhicule à une station A, on fait notre déplacement, mais après, il faut qu'on rapporte le véhicule à une heure donnée à la même station A. Puis, il y a les véhicules flex qui, eux, on les réserve en les prenant ou avec un quart d'heure d'avance à l'endroit où ils sont et on peut les déposer où on veut dans le réseau à l'intérieur d'un périmètre donné. Et c'est pour ces véhicules flex-là que l'enjeu il est plus important parce que dans les stations, on pourrait aménager des bornes, ce serait coûteux, mais pas insurmontable. Pour les véhicules flex, qui prend en charge la recharge? Parce que si ça dure longtemps, un usager ne va pas avoir envie de prendre à sa charge le temps de réservation du véhicule pour le recharger. Surtout si c'est une courte distance, ça ne fonctionne pas très bien. Est-ce qu'on a des bornes sur rue publique qui seraient réservées, public ou pas public? En fait, on pourrait envisager un modèle aussi où ce seraient des bornes privées sur l'espace public qui seraient réservées à ces véhicules-là. C'est une avenue. Est-ce que les véhicules partagés pourraient avoir un tarif spécial, des avantages spéciaux, vu qu'ils permettent de contribuer à l'atteinte de plein d'objectifs de mobilité durable pour les collectivités? En fait, les modèles sont encore à inventer, je crois, et ça nécessiterait une collaboration assez étroite entre les gestionnaires et les pouvoirs publics, peut-être même avec Hydro-Québec aussi, pour inventer des modèles qui permettent de répondre à cet enjeu-là et faire en sorte que ça devienne possible pour n'importe qui d'utiliser un véhicule électrique et donc d'avoir une faible empreinte pour les déplacements qu'on ne peut pas faire autrement qu'en voiture. Merci beaucoup, Amandine. On va devoir mettre fin à la période de questions. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui, malheureusement. On remercie toutes les personnes qui nous ont soumis des questions, puis désolé de ne pas avoir pu toutes les prendre en compte. Je vais laisser Amandine faire le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup pour ça, Benjamin. Merci à tous. Pour vous procurer les fiches, c'est gratuit aux adresses qui vous ont été communiquées. Si vous êtes intéressé par les événements Vivre en Ville, on a notre programmation annuelle qui est en ligne. J'attire votre attention sur 2 prochains événements. Le forum vers des collectivités en santé le 12 octobre prochain à Montréal ou en format virtuel pour ceux qui ne pourraient pas venir à Montréal. Et puis, notre série Classe de maître qui va s'étaler sur l'automne et l'hiver et qui va parler de mobilité, plus spécifiquement de sécurité et de convivialité des rues au Québec. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir à l'occasion de ces futurs événements. Et je vous remercie à tous pour votre intérêt et votre présence aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Merci.